aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important. Tout d'abord, je suis le docteur Olivia Tchoupi de la page Sweet Doctors et merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne sont pas, je vous invite à pouvoir souscrire à ma chaîne Sweet Doctors. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle. On va définir ce que c'est. On va essayer de donner les signes de l'hypertension artérielle et on va essayer de voir les complications. Tout d'abord, c'est quoi l'hypertension artérielle? Vous êtes hypertendu lorsqu'on prend votre tension au repos et que cette tension est supérieure à 140 pour le chiffre du haut qu'on appelle la systolique qui correspond à la contraction du cœur et supérieure à 90 mm de mercure en ce qui concerne le chiffre du bas qui est la diastole qui correspond au relâchement du cœur. Oui. Et le diagnostic n'est que définitif lorsque vous allez dans un cabinet, comme vous faites ce qu'on appelle une tension de 24 heures, on va vous mettre un appareil à la main et on va vous faire rentrer chez vous avec pendant 24 et lorsqu'on va lire, on va pouvoir confirmer votre hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que à cause du stress, à cause des soucis, on a parfois des fausses hypertensions artérielles. On peut avoir des chiffres qui sont élevés mais qui ne sont pas, on ne peut pas vous déclarer hypertendu. Vous ne pouvez pas prendre votre tension tout d'un coup et on vous déclare hypertendu, non, à part si vous faites une urgence hypertensive où vous avez des chiffres vraiment au-delà de 180 mm de mercure. Mais pour le reste, vous devez toujours aller voir un cardiologue qui va essayer de confirmer le diagnostic. Surtout, ne pas prendre les médicaments avant la confirmation de ce diagnostic. Quels sont les signes? Parce qu'il y a beaucoup qui ont l'hypertension artérielle et ne savent pas. Comme signes et autres et tout, ça peut se révéler par des maux de tête qu'on appelle couramment médecine des céphalées. On peut avoir des blousons flous. On peut avoir des sensations d'abeilles qui volatilisent. On peut avoir des vertiges. Pour d'autres et tout ça, on a la fatigue. Donc, lorsque vous avez ces signes, essayez de pouvoir prendre votre tension artérielle parce que beaucoup, parfois, ces signes, ils se disent que non, je suis juste fatigué, non, c'est juste que j'ai mal à la tête, mais alors que c'est déjà une tension qui s'annonce. Pourquoi je vous parle ainsi de cette maladie? Parce que c'est un tueur silencieux. L'hypertension artérielle, lorsque vous l'avez, vous n'allez vraiment pas vous rendre compte, mais au fond, votre organisme est en train de souffrir parce que l'organisme va mettre des mécanismes en marche pour pouvoir réguler votre tension artérielle tout le temps. Et si rien n'est fait, si vous ne faites rien, alors vous pourrez avoir des complications telles que l'insuffisance cardiaque, tel que le diabète qui va venir s'associer dessus, tel que l'insuffisance rénale et tout. On a des rétinopathies aussi, des atteintes des yeux liées à l'hypertension artérielle. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir savoir si notre tension est bonne ou pas. Et lorsqu'on se rend compte que notre tension n'est pas bonne, il est très impératif de pouvoir prendre des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire changer son style de vie. Pour ceux qui mangeaient des aliments trop salés, pour ceux qui consomment beaucoup de l'alcool et tout, vous devez vraiment des mauvaises graisses et tout. C'est en ce moment qu'il faut vraiment faire très attention et tout. Et aussi pouvoir pratiquer du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine, pendant 20 à 30 minutes, c'est extrêmement important. Donc, je vais continuer cette série sur l'hypertension artérielle parce que je ne vous ai pas encore tout dit. Je vais vous expliquer à la suite de ma vidéo et tout, comment se fait la prise en charge, comment éviter de pouvoir arriver aux complications. Je vous dis merci de m'avoir suivi et merci de pouvoir souscrire à ma chaîne si vous avez aimé. Partagez surtout pour pouvoir édifier d'autres personnes. J'attends vos commentaires en dessous de la vidéo et pour ça je vous dis merci et à très bientôt. Bye. Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Au XXIe siècle, qui est un siècle assez stressant, on a de plus en plus de jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans qui ont un problème lié à leur fertilité et un problème lié justement à la diminution justement du plaisir. Oui. Et l'hormone justement responsable du plaisir, c'est la testostérone. Aujourd'hui, je vais vous dire comment
booster naturellement la production de sa testostérone qui est l'hormone du plaisir. Sans plus tarder, je suis le docteur Olivia Tchoupi de la page Je suis docteuse. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir vous abonner maintenant, à pouvoir activer la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de cette hormone qui est la testostérone, qui est sécrétée au niveau du testicule et qui est commanditée dans notre cerveau par une partie du cerveau qu'on appelle l'hypophyse, qui permet justement la stimulation justement de la sécrétion de la testostérone, qui est l'hormone du plaisir. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des personnes qui ont vraiment un problème de perte de libido. Et non seulement la testostérone ne joue pas seulement un rôle dans la libido, mais ça joue aussi un rôle dans le maintien de notre corps. Et ce que vous devez savoir, mesdames, c'est que si vous avez votre homme qui subitement est très fatigué, est irritable et a vraiment une perte du plaisir sexuel, ça peut être dû qu'il a un problème de diminution de sécrétion de sa testostérone. Aujourd'hui, je vais vous dire comment justement booster la sécrétion de cette testostérone pour en bénéficier pour bénéficier de tous ces avantages. Première chose à faire, c'est qu'il faut consommer du bon gras. Oui, je vous assure, du bon gras. Pourquoi? Parce que le testostérone est un précurseur du cholestérol. Donc, sans le cholestérol, il serait impossible de pouvoir avoir la sécrétion de testostérone. Donc, vous avez besoin de consommer des aliments riches en bons gras pour pouvoir permettre justement la sécrétion de votre testostérone. Donc, comme source de gras, nous avons le jaune d'œuf qui est extrêmement important et qui va vraiment aider. Nous avons l'avocat qui est un très bon gras qui est extrêmement important si vous voulez booster la sécrétion de votre testostérone. Et nous avons la viande rouge, la viande de bœuf qui est une très bonne source de gras. Comme deuxième chose, vous devez éviter vraiment la consommation du sucre. Parce que comme j'ai dit, le sucre va entraîner l'augmentation de l'insuline et l'insuline est un antagoniste de sécrétion de testostérone. Donc si vous sécrétez trop de sucre, si vous consommez trop de sucre, alors vous allez voir la production de votre testostérone qui va diminuer. Comme autre chose, vous devez pratiquer l'activité physique intensive. Parce que lorsque vous faites vraiment du sport, alors vous allez booster justement la sécrétion de votre testostérone. Et comme habitude à ne pas faire, c'est la consommation de l'alcool, oui, parce que la plupart de nos bières et de l'alcool, c'est riche en sucre et ça va favoriser la sécrétion de l'oestrogène qui est un antagoniste, n'est-ce pas, de la testostérone. Et vous allez voir votre libido être diminué. Vous devez, pour ceux qui sont obèses, surtout au niveau de ceux qui ont une obésité androïde, tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir perdre ce gras du ventre parce que ça va justement empêcher la sécrétion de votre testostérone. Il y a aussi quelque chose que vous devez faire, c'est de pratiquer le jeûne intermittent, le jeûne de 18 à 20 heures. Parce que lorsque vous allez le faire, vous allez stimuler la sécrétion de la growth hormone, qui est l'hormone de croissance, qui va permettre justement une sécrétion maximum de la testostérone. Vous devez dormir suffisamment. C'est très important d'avoir un sommeil profond, assez prolongé, parce que lorsque vous dormez assez, vous allez aussi sécréter justement cette hormone de croissance qui va vraiment aider à pouvoir synthétiser davantage la testostérone. Et autre chose que vous devez absolument aussi faire et qui va vraiment aider la sécrétion de votre testostérone, c'est de pouvoir prendre des aliments ou des suppléments en zinc, en magnésium et en vitamine D. Pour ceux qui sont dans les pays ensoleillés, c'est pas grave parce que vous avez du soleil, mais vous devez absolument prendre des aliments riches en zinc ou prendre un supplément de zinc parce que ça va booster la sécrétion de votre testostérone. Donc, en résumé,
Pour pouvoir aider votre corps à sécréter assez de testostérone, vous devez manger des aliments riches en bons gras. Vous devez éviter la consommation de sucre parce qu'il y aura sécrétion d'insuline qui antagonise justement la sécrétion de votre testostérone. Vous devez pratiquer l'activité physique intense, ça va aider vraiment. Vous devez prendre des suppléments en, euh, en magnésium, en zinc et en vitamine D pour ceux qui ne sont pas dans les zones où ils peuvent prendre assez de soleil ou bien pendant l'hiver. Vous devez éviter de consommer l'alcool parce que l'alcool est riche en sucre et ça va justement entraîner la sécrétion des oestrogènes qui est un antagoniste de sécrétion de cette hormone. Et la chose aussi à faire qui est très importante, c'est de pouvoir éviter le stress parce que le stress chronique va entraîner la sécrétion de cortisol qui est un antagoniste justement de la sécrétion de la testostérone. Je vous dis merci et on se voit très prochainement. Si vous avez aimé, je vous invite à pouvoir souscrire à ma chaîne, à pouvoir la partager pour pouvoir aider vos hommes, pour les femmes à avoir justement une bonne sécrétion de testostérone et pour pouvoir jouir à fond de votre plaisir. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye. Bonjour, je suis le docteur Olivia Choupi de la page Sweet Doctors. Je suis là ce matin avec vous pour vous parler d'un sujet encore intéressant. Il s'agit de l'obésité. Oui, comment faire pour savoir qu'on est obèse? Vous avez juste besoin de deux choses. Vous avez besoin de votre poids, vous avez besoin de votre taille. Il suffit de faire le poids sur votre taille au carré et vous allez obtenir un chiffre. Si ce chiffre est supérieur à 30, alors ça doit vous dire que vous êtes obèse et vous devez faire quelque chose parce que oui, l'obésité n'est pas bon. L'obésité va vous conduire à développer des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies articulaires. C'est pour ça que vous devez faire quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent perdre le poids, qui ont fait des régimes et ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais vous donner un secret qui m'a aidé à maigrir après mon accouchement. Et il s'agit de quoi? Il s'agit du jeûne intermittent. Oui, vous m'avez suivi. Le jeûne intermittent, ça aide. Je sais que c'est pas facile de pouvoir s'abstenir de manger, mais c'est important pour une bonne cause. Si vous le faites, alors vous allez voir vos graisses être diminuées et vous allez maigrir naturellement. Je me soucie de vous, je me soucie de votre santé. C'est pour ça que je suis là pour résoudre le problème au fond. Oui, pour résoudre le problème au fond. N'attendez pas à avoir le diabète ou avoir ces maladies pour chercher des solutions, mais je suis là pour vous éviter à pouvoir entrer dans ce cercle infernal qui sont des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que je veux vous aider. Et pour vous aider, je dois vous dire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être discipliné. Oui, il faut être discipliné. Il faut éviter de manger tout le temps. Parce que lorsque vous le faites, vous augmentez cette hormone qui est sécrétée dans le pancréas et qui permet de pouvoir diminuer le sucre dans le sang et qu'on appelle l'insuline qui va passer son temps à stocker et vous allez vous retrouver avec plein de graisse. Et le problème, c'est que lorsque cette hormone est tout le temps en train de stocker et tout le temps en train de monter dans la circulation sanguine, à la longue, ça va créer ce qu'on appelle une insulinorésistance qui en fait est l'incapacité de l'insuline de pouvoir faire diminuer votre sucre dans le sang et ça va vous conduire au diabète. C'est pour ça que vous devez faire un effort d'éviter de manger tout le temps, d'éviter de grignoter, oui. Et là, d'où l'importance des compléments, parce qu'il y a des compléments qui seront là pour vous aider à pouvoir rester le plus longtemps à jeûne. Moi, je le fais naturellement. Je mange mon dernier repas au plus tard à 20 heures et je mange au plus tard mon premier repas à 12 heures. C'est-à-dire, j'observe environ 16 heures de jeûne et ça m'a vraiment aidé à perdre du poids. Et je sais que si j'ai pu, alors vous pouvez le faire aussi. Oui, c'est pas très difficile, il suffit juste d'avoir la volonté. Il suffit juste de penser au bienfait de la perte de poids. Parce que lorsque vous avez un poids optimal, vous vous sentez bien.
Oui, vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous sentez plus belle, vous vous sentez plus attirante. Et je suis là pour vous motiver. Je suis là pour vous dire que c'est possible. Vous pouvez maigrir. Le seul truc que vous devez faire, c'est éviter de manger tout le temps. C'est de pouvoir observer le plus long jeûne possible. Et vous devez le faire de façon constante. C'est pas que vous devez jeûner un temps et après vous mangez tout ce que vous voulez, non. Vous devez être discipliné. Vous devez tous les jours avoir un rythme normal, mais pouvoir laisser un maximum de jeûne pour permettre à votre organisme de pouvoir brûler déjà les calories que vous avez déjà amassées. Et lorsque vous décidez de manger, vous devez faire attention à ce que vous mangez, oui. Parce que on mange assez souvent trop gras, on mange souvent trop sucré, on boit de jus. À la place du jus, il est préférable de pouvoir boire de l'eau, oui, parce que l'eau, c'est la meilleure boisson. Ou prendre des jus pressés, donc des jus de fruits pressés. Et ça va vraiment vous aider. Je vous invite véritablement à souscrire à ma chaîne. Ça, ce n'est que le début de cette série, en fait, sur les conseils pour maigrir. Je vais continuer une suite de vidéos où je vais davantage vous expliquer les avantages justement du jeûne intermittent. Je vous remercie et je vous invite à souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Je suis ouverte à vos questions, à vos suggestions parce que je suis là pour vous. Je suis là pour votre bien-être, je suis là pour vous aider parce que votre santé, je me soucie de votre santé, je me soucie de votre bien-être, je vous vois vivre longtemps et en bonne santé. Merci de vous abonner à ma chaîne, merci de pouvoir partager pour que beaucoup puissent bénéficier de ces conseils que je vous donne. Vous pouvez me contacter via mon email sweetdoctorbyolivia@gmail.com. Vous pouvez me contacter via Twitter, Sweet Doctors, via Facebook, Sweet Doctor. Je vous dis merci et à très bientôt. Bisous. Bye. Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Savez-vous que dans notre organisme, nous avons trois principales lignes de défense? Comme première ligne de défense, nous avons les défenses physiques et chimiques. Votre peau est une source de défense de votre corps contre les agents pathogènes. Nos larmes, n'est-ce pas, notre salive, la sécrétion gastrique au niveau de notre estomac, les urines, la défécation, le fait d'aller à la selle constamment, c'est justement les premières lignes de défense de notre corps parce qu'à travers tous ces mécanismes et tout, il y a plusieurs germes, n'est-ce pas, qui seront détruits et certains justement qui ne pourront pas entrer justement dans notre corps. Lorsque justement la première ligne n'a pas pu empêcher une bactérie ou un microbe de pouvoir entrer, nous avons à faire justement la deuxième ligne qui se met en place avec le processus justement de phagocytose. C'est-à-dire, il y aura des cascades de réactions qui vont se mettre en place pour pouvoir justement embrigader justement ce germe qui a pu pénétrer la première ligne de défense et il serait avalé. Maintenant, si la deuxième ligne justement a été inefficace, il y a une troisième ligne qui va se mettre en place avec la sécrétion des antigènes qui vont directement aller cibler le germe en question et le détruire. Le problème justement avec le coronavirus ou avec d'autres virus, c'est qu'ils arrivent justement à pouvoir déjouer justement notre organisme et c'est justement pour ça que nous faisons parfois des complications. Nous contractons la maladie, nous faisons des complications et parfois nous mourrons si notre organisme justement n'est pas capable de pouvoir mettre ces mécanismes en place pour pouvoir nous protéger. D'où l'intérêt justement de pouvoir booster son système immunitaire pour permettre justement à notre organisme de pouvoir combattre justement efficacement ces pathogènes qui sont nos ennemis. Sans plus tarder, je suis le Dr Olivia Tchoupi de la page Sweet Doctors. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire maintenant parce que je publie chaque lundi. Surtout à pouvoir activer la notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos. Oui. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez
ou bien laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les et je vais les répondre avec plaisir. Oui, aujourd'hui nous allons voir comment booster son système immunitaire justement pour pouvoir combattre efficacement le coronavirus. Mais tout d'abord, c'était très important pour vous de pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre corps lorsque nous avons justement une attaque venant de l'extérieur. Et je crois que beaucoup justement d'entre vous, lorsque vous allez parfois à l'hôpital et quand vous faites un prélèvement sanguin, vous êtes souvent assez curieux parce qu'au niveau des globules blancs, il y a souvent, on met souvent neutrophile, vous voyez lymphocytes, basophiles, eosinophiles, monocytes. Ça, c'est très très important parce que ça permet de nous renseigner justement sur le type d'attaque que nous avons. Si nous avons une élévation justement des neutrophiles, alors ça veut dire que c'est prédominant justement à une attaque bactérienne et on va vous donner justement des médicaments justement qui vont jouer un rôle justement qui vont permettre de pouvoir détruire la bactérie. Si nous avons un problème au niveau des lymphocytes, n'est-ce pas, si nos lymphocytes sont augmentés, ça veut dire justement que c'est une attaque virale, comme peut-être c'est le cas avec le coronavirus. Si nous avons les eosinophiles qui sont augmentés, alors ça peut dire que nous avons une attaque parasitaire. Si nous avons les monocytes, c'est beaucoup plus dans le cas de la tuberculose ou bien la sarcoïdose. Donc c'est très très important pour vous. Ne croyez pas qu'on vous demande juste de faire la numération, juste pour avoir savoir si vous êtes anémie ou pas. Mais on permet aussi de pouvoir regarder justement ces cascades de réactions qui sont justement les éléments de ces globules blancs justement qui jouent un rôle très très important dans notre défense. Donc, si vous avez compris cela, là vous pouvez maintenant comprendre justement quels sont les éléments très importants pour vous pour pouvoir booster votre système immunitaire. Nous avons en premier la vitamine D. La vitamine D est très très importante parce qu'il permet justement la synthèse justement de notre ADN. Et c'est extrêmement important parce que lorsque le virus arrive, la première chose qu'il cherche à détruire, c'est de pouvoir détourner notre génome et de pouvoir synthétiser ses propres cellules, n'est-ce pas, et pouvoir envahir tout notre corps. Et beaucoup plus dans le cas du coronavirus, ça envahit justement les poumons et ça entraîne justement ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire ça va détruire tous nos alvéoles, l'architecture normale de nos poumons et il n'y aura plus moyen justement l'oxygène de pouvoir circuler. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont cette maladie et qui font qui ont des signes sévères justement ont besoin de pouvoir être ventilés et sans cette ventilation, ils vont mourir. Et nous avons justement aussi la vitamine C qui est très très importante justement dans la synthèse justement de nos globules blancs. Nous avons le zinc, comme j'ai dit, le zinc permet la synthèse des lymphocytes T, qui est très très important, qui permet de pouvoir agir justement dans la réponse spécifique. Donc je veux vraiment vous conseiller de pouvoir consommer justement les aliments dont je vais mettre sur la liste. Les aliments riches en vitamine C, on le sait, on a le citron, comme on l'a encore appelé parfois le lemon, on a le kiwi, on a les oranges, on a le poivron rouge qui sont très riches en vitamine C. En ce qui concerne la vitamine D, le soleil est vraiment riche en vitamine D. Et pour ceux qui ne sont pas dans les endroits où ils peuvent avoir du soleil, ils peuvent prendre des compléments ou prendre des aliments tels que le saumon, tels que les œufs, qui contiennent assez de vitamine D. Nous avons le zinc, justement les aliments riches en zinc. Nous avons la volaille, nous avons la viande rouge qui est vraiment riche en zinc. Donc, pour booster votre système immunitaire, vous avez besoin de pouvoir dormir assez parce que le repos est très important. Évitez justement d'être très stressé, faire de l'exercice physique, appelez les gens que vous aimez pour leur dire que vous les aimez. Ça va permettre de pouvoir passer du bon temps et de pouvoir vous détendre et tout. Et en dernière position, vous devez vraiment éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est aliments raffinés parce que cela va contribuer à pouvoir détruire votre système immunitaire. Donc, je vous dis merci et on se voit très prochainement. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez la vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. Et si vous avez des soucis, posez vos questions et je serai là pour répondre. Je vous dis merci et on se voit très prochainement. Bye. Bonsoir, je suis le docteur Olivia Choupi de la page Je suis Doctors. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important qui est le Corona-19. Mais ici, je vais vous expliquer le pourquoi le Covid-19 attaque
facilement nos poumons. Tout d'abord, nous allons voir combien de temps le COVID-19 passe à l'air libre, combien de temps le COVID-19 passe sur une surface et comment est-ce qu'il se manifeste. Tout d'abord, combien de temps le COVID-19 passe à l'air libre? Le COVID-19 passe 3 heures de temps à l'air libre. Combien de temps le COVID-19 passe sur une surface? Il passe 4 heures de temps sur une surface en cuivre, 24 heures sur une surface en papier comme des box, des cartons, et 2 à 3 jours sur du plastique et de l'acier. L'acier, nous avons nos couteaux qui sont faits en acier, nous avons des marmites qui sont faites en acier, nous avons des poignées de robinet qui sont faits en acier. Et c'est la raison pour laquelle ce virus se propage ainsi rapidement. Il y a aussi que certaines personnes ne présentent aucun symptôme, car les symptômes apparaissent 2 semaines après l'infection et en moyenne 4 à 6 jours. Mais à cause de cette longue période qui précède la survenue des symptômes, le virus se propage silencieusement et c'est vraiment difficile de ralentir la propagation de ce virus. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le virus attaque facilement nos poumons. Dans notre corps, il y a des protéines appelées ACE2 récepteurs. Ils sont situés dans la minuscule petit sac alvéole dans les poumons. Le virus a cette protéine de pointe qui agit comme une clé. Et le récepteur ACE2 est comme une serrure de la porte d'entrée de votre maison. Et le virus entre tout de suite et détruit ainsi les alvéoles qui sont responsables de la fonction respiratoire, entraînant ainsi des signes d'insuffisance respiratoire avec diminution de la saturation en oxygène. Donc, quand vous combinez tous ces facteurs, il est logique de comprendre pourquoi ce virus se propage si rapidement. Et c'est pourquoi le nombre de cas va continuer d'augmenter. En ce moment, il y a plus de 887 787 cas ici aux États-Unis. Mais chaque personne peut faire quelque chose par rapport à ça. Il ne s'agit pas seulement de rester à la maison autant que possible. Il faut aussi se laver les mains avec diligence et faire correctement. Soyons réalistes. La plupart d'entre nous ne se lavent pas assez les mains. Bon, au moins, depuis cette épidémie, le pourcentage a augmenté, j'ose croire. Mais se laver les mains souvent et le faire de bonne façon, c'est vraiment important. Et en ce qui concerne les désinfectants pour les mains, pensez à cela comme un support au savon et à de l'eau. Et si vous avez accès à une lingette désinfectante, essuyez les zones couramment utilisées. Comment le COVID-19 se transmet? Par la bouche, par les yeux, par les mains et par le nez. Donc, ne touche pas tes yeux, ton nez et ta bouche, sauf si tes mains sont propres. Parce que voilà comment vous allez introduire ce virus dans votre corps. En conclusion, évitez d'être en contact avec les malades. Évitez les grandes foules. Évitez les poignées de main pour l'instant. C'est facile à comprendre et je sais que vous le pouvez. Merci. Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour pour vous parler d'un thème en médecine qu'on appelle l'autophagie. Beaucoup vont me regarder et dire, c'est quoi l'autophagie?
Mais est-ce que vous savez que ce thème autophagie a bénéficié du prix Nobel de médecine en 2016 par ce japonais chercheur qui a travaillé environ pendant 27 ans pour comprendre ce mécanisme et qui a enfin trouvé des marqueurs sur des levures et dont on a vu que c'était applicable chez l'homme. Sans plus tarder, je suis le docteur Olivia Choupi de la page Sweet Breakfast. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire, surtout à pouvoir activer la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. Oui, le prix Nobel de médecine en 2016 a été dédié à ce chercheur japonais qui a travaillé pendant 27 ans de sa vie, donc presque toute sa vie, et qui a enfin trouvé ses marqueurs de l'autophagie. Il s'agit du japonais Oshinori Oshumi. Oui, ce monsieur que vous voyez là sur l'image. Ce terme autophagie signifie se manger soi-même. Oui, comme vous l'entendez. Et en anglais, c'est to eat thyself. Donc, l'organisme met un principe où il s'auto-mange en fait. Il mange justement ces protéines, toutes ces chaînes qui sont indésirables et qui vont s'attacher et qui seront responsables des maladies dégénératives et aussi responsables de certaines maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Et je pense que nous tous ici au XXIe siècle, on doit pouvoir vraiment comprendre ce processus et tout faire pour pouvoir engendrer ce processus tout le temps dans notre corps parce que nous sommes dans un siècle où le nombre d'obésité va de façon croissante avec la population de ces justement aliments agroalimentaires, le fait qu'on mange tout le temps. L'autophagie est un processus justement de nettoyage de nos cellules et il se fait lorsqu'on reste à jeûne pendant longtemps. Donc, il faut un minimum, à partir de 16 heures de jeûne, on commence à voir les résultats. Mais pour un résultat optimal, il faut faire environ 24 à 48 heures pour pouvoir voir un résultat vraiment fantastique. Parce que qu'est-ce qui va se faire? C'est que ces chaînes de protéines qui sont situées justement dans nos tout petits cellules des échanges des énergies qu'on appelle les mitochondries, vont s'altérer parfois au fil du temps et avec tout ce qu'on mange et tous ces aliments que nous mangeons, il y a beaucoup parfois de toxicité dedans et il y a justement un phénomène justement de recyclage de ces cellules. Or, ce processus n'est que possible si nous laissons le temps à l'organisme de pouvoir procéder à ce mécanisme. Ne pas confondre avec l'aposie qui est la mort programmée des cellules. Nous savons par exemple que les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours et qu'après ils vont se recycler. Là, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de l'aposie qui est autre chose. Mais on parle justement que l'organisme s'auto-nettoie. Et là, ça se fait justement par un repos, donc par un jeûne. Donc, lorsque vous dormez assez, vous vous reposez assez, c'est possible de pouvoir déclencher ce processus. Le régime cétogène aussi, parce que lorsque vous mangez cétogène, vous ne mangez pas des carbohydrates, il n'y a pas utilisation de l'insuline et tout. L'organisme se met justement dans cet état de jeûne. Puisque l'organisme cétogène permet à l'organisme de se mettre dans cet état de jeûne où il va aller justement puiser dans ses réserves, il va se nourrir de ses propres réserves, de ses propres cellules et ça va contribuer justement à dégrader justement ces toxines et ces cellules qui sont délétères. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que l'activité physique, lorsque vous faites une activité, ça donne un certain stress oxydatif qui n'est pas mauvais pour votre corps et qui va justement aider aussi votre corps à pouvoir entrer dans ce mécanisme et tout. Donc, en résumé, ici aujourd'hui, je voulais vous parler de ce thème. Autophagie signifie se manger soi-même. C'est un processus qui se passe pour recycler justement ces cellules mortes afin de pouvoir donner vie à ces cellules qui sont qui sont croissantes. C'est-à-dire enlever toute cette saleté qui empêche les bonnes cellules de pouvoir se produire et de pouvoir se multiplier.
Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des avantages, des différents avantages justement de l'autophagie. Je vous invite à pouvoir partager cette vidéo. Je vous invite à pouvoir souscrire à ma chaîne YouTube parce que je vais partager avec vous des choses que vous n'avez vraiment jamais entendues en ce qui concerne la médecine, des résultats des recherches aux États-Unis, parce que dans ce pays, la recherche est très avancée, les gens recherchent énormément et je voudrais justement apporter cette connaissance avec vous et les partager. Je vous dis merci et on se voit très prochainement. Bye. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir être avec vous ce matin pour vous parler d'un thème très important qui est une complication de l'hypertension artérielle. Il s'agit de l'AVC. L'AVC est comme un orage qui éclate dans un ciel serein. Tout à coup et de façon très brutale, une région du cerveau ne fonctionne plus correctement. Dans 80% des cas, il s'agit d'une obstruction au niveau d'un vaisseau ou d'une artère et dans 20% des cas, il s'agit d'un vaisseau qui saigne. Mais quelle que soit son origine, un accident vasculaire cérébral représente une urgence vitale qui doit être prise en charge le plus rapidement possible. Chaque minute est essentielle. En une heure, ce sont environ 120 millions de neurones qui sont perdus. Et après 4 heures, il est trop tard pour mettre en place un traitement qui revascularisera le cerveau. Je suis le docteur Olivia Choupi de la page Sweet Dictus. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir vous abonner, surtout à pouvoir activer la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos et partager pour pouvoir sauver des vies. C'est quoi un AVC? L'AVC est un accident vasculaire cérébral. Il existe deux types d'AVC. Nous avons les AVC ischémiques qui sont dus à une obstruction des vaisseaux et nous avons des AVC hémorragiques qui sont dus à l'éclatement de ces vaisseaux. Quelles sont des personnes à risque de pouvoir développer un AVC? Premièrement, nous avons bien évidemment des personnes qui sont hypertendues. Nous avons des personnes qui ont du diabète. Nous avons des personnes qui sont obèses. Nous avons des personnes qui fument. Des personnes qui consomment trop d'alcool, des personnes qui ont un taux de cholestérol très élevé. Nous avons aussi le stress, car le stress va augmenter ce qu'on appelle les catécholamines qui vont augmenter votre fréquence cardiaque et qui vont augmenter votre tension artérielle. Maintenant, quels sont les symptômes? Des personnes qui souffrent de mal de tête subite, encore appelées migraines, qui sont extrêmement douloureux, ça évoque un AVC. Des troubles de la parole, une paralysie d'une portion du corps, une faiblesse d'une portion de votre corps. Ce sont généralement des personnes qui sont assises et subitement, lorsqu'ils cherchent à se lever, ils sentent comme une partie pesante d'une partie du corps. Nous avons aussi des troubles de la mémoire, des difficultés à lire. Lorsque vous prenez un livre, vous avez du mal à lire. Pour ceux qui écrivent, lorsque vous êtes en train d'écrire, subitement vous vous rendez compte que vous écrivez une autre langue que peut-être le français pour ceux qui parlent le français. Les difficultés à calculer, vous n'arriverez plus à faire des calculs simples, peut-être que 1 puissance est égal à 2. Les difficultés à penser, les problèmes de vision, beaucoup plus par des études de flou visuel, des difficultés à s'orienter. Donc, lorsque vous marchez, vous dandinez, cela fait évoquer un AVC. Ces déficits peuvent être temporaires ou permanents selon la partie du cerveau affectée, mais aussi selon le délai d'intervention médicale. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans notre cerveau, nous avons une représentation du corps humain qu'on appelle homunculus. Et si cette partie, si c'est les membres, peut-être les mains qui sont touchées, alors vous allez avoir un déficit au niveau de votre main. Si ce sont les pieds, vous aurez un déficit au niveau de votre pied. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez des signes du côté droit, ça voudrait dire que c'est le côté gauche de votre cerveau qui est affecté. Et lorsque vous avez des signes au niveau de votre côté gauche,
Ça veut dire que c'est le côté droit de votre cerveau qui est affecté. Ce que vous devez savoir, c'est que l'AVC ne touche généralement pas tout le corps, mais ça touche une partie de votre corps. Il est donc primordial que vous et vos proches sachiez reconnaître les signes et les symptômes de cette affection. 3 questions vous permettront de détecter les signaux d'alarme. Ces signaux apparaissent soudainement et peuvent durer quelques minutes à quelques heures. Comme première question, vous devez demander à la personne dont vous soupçonnez avoir un AVC dans votre cercle familial, peux-tu me sourire? Lors d'un AVC, le visage est souvent affaissé et le coin de la bouche retombe si la victime essaye de sourire. Deuxième question, peux-tu lever les bras? Généralement, lors d'un AVC, la personne a une faiblesse d'un côté lorsqu'il essaie de lever les bras de façon horizontale. Vous allez remarquer qu'il y a un côté qui est assez faible ou parfois il aura du mal à pouvoir faire ce mouvement simple qui est de lever les deux mains de façon horizontale. Comme autre question qui est très primordiale, comme troisième question, vous devez demander au patient, peux-tu me parler? Car la personne victime d'un AVC a souvent des difficultés à parler et à articuler, même à prononcer des mots très simples. Donc, retenez bien ces 3 questions. Maintenant, quels sont les gestes à faire avant le transport à l'hôpital ou avant l'arrivée des secouristes? Vous devez noter l'heure de survenue des premiers signes de l'AVC, car c'est extrêmement important parce que lorsqu'on a dit prise en charge dans les 4 heures, alors le patient va pouvoir retrouver la totalité de son membre. Regrouper, si possible, les ordonnances et les derniers examens de sang réalisés. Ça facilitera l'équipe médicale qui ne va pas commencer à tergiverser, mais qui aura déjà une information assez importante sur le malade. Ne faites surtout pas boire le malade. Ne le faites surtout pas manger. Et surtout, ne lui donnez aucun médicament, même si ce sont des médicaments qu'il a l'habitude de prendre. Comment se fait la prise en charge? La prise en charge se fait dépendamment de la cause de l'AVC. Généralement, le premier examen qu'on demande de faire, c'est un scanner cérébral pour voir s'il s'agit d'un AVC ischémique ou bien s'il s'agit d'un AVC hémorragique parce que la prise en charge est complètement différente. S'il s'agit d'un problème lié à l'hypertension artérielle, alors le médecin va donner des médicaments pour pouvoir ramener la tension à un certain niveau. Surtout, ne jamais baisser brutalement la tension artérielle. Si la tension est dans les 220, on va essayer de les ramener dans les 180. Mais l'objectif ici, ce n'est pas de pouvoir ramener brutalement la tension à la normale. Sinon, vous allez davantage endommager le cerveau de la personne. Donc, le plus important ici, c'est la prévention. Il est très important de pouvoir prévenir justement la survenue d'un AVC en contrôlant ce que vous mettez dans votre bouche. Oui. En équilibrant votre tension artérielle si vous êtes hypertendu. En pratiquant du sport pour ceux qui ne veulent pas faire du sport. C'est extrêmement important. En contrôlant bien votre diabète pour ceux qui sont diabétiques, surtout en perdant le poids pour ceux qui sont obèses. Oui, avec un peu de discipline, c'est possible de pouvoir éviter d'avoir un AVC. Et pour ce qui est du stress, la religion aide beaucoup, certaines activités aident beaucoup à pouvoir déstresser. Les voyages, la marche aide beaucoup à ne pas vivre constamment dans le stress. Je vous dis merci et je sais que vous pouvez le faire. Contrôlez votre alimentation et vous allez éviter d'avoir un AVC. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore faits. Merci de pouvoir partager ma vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. On se dit à très bientôt. Bye.
Bonsoir. Savez-vous que le footballeur Lionel Messi était de très petite taille et qu'il a dû faire recours aux hormones de croissance pour pouvoir avoir sa taille actuelle et pour être le footballeur que nous voyons et que beaucoup de gens admirent? Je suis le docteur Olivia Choupi de la page Site Doctors. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire parce que je publie chaque lundi. Surtout, activez la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos et soyez les premiers à être au courant lorsque je fais une nouvelle publication. Oui, l'hormone de croissance, c'est l'une des hormones les plus principales que nous avons dans notre organisme parce que sans cette hormone, personne d'entre nous ne devrait avoir cette belle stature où nous tous nous devons être des nains. Oui, vous avez bien suivi. Mais pourquoi je décide de pas être cette hormone aujourd'hui? C'est pas en termes de son effet juste sur la croissance, mais son effet sur le ralentissement du vieillissement. Ce que vous devez savoir, c'est que l'hormone de croissance est une hormone qui est maximale lorsqu'on est jeune. Et qu'après la puberté, lorsque on finit de grandir, cette hormone chute brutalement. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a une façon de pouvoir booster cette hormone de croissance pour pouvoir ralentir l'effet du vieillissement et pouvoir paraître plus jeune que son âge. Je sais que beaucoup de vous, lorsqu'ils prennent de l'âge, ils sont assez énervés qu'à 50 ans, ils commencent déjà à avoir la peau frissée et ils commencent déjà à avoir le ventre qui est proéminent. Et c'est vraiment pas bon du tout. Parce que mon souhait, c'est de pouvoir vous voir vivre longtemps et toujours garder votre beauté, l'élasticité de votre peau. Et c'est possible grâce à l'hormone de croissance. La semaine passée, j'ai parlé d'un thème qu'on appelle autophagie, qui est un système de nettoyage de notre cellule et qui est provoqué principalement par le jeûne. Oui, lorsque vous jeûnez, vous allez augmenter la sécrétion de l'hormone de croissance, ce qui va vraiment vous aider à pouvoir avoir une belle peau et paraître jeune. Il s'agit en fait de quoi? Il s'agit de l'hormone de la jeunesse. Donc, c'est possible. C'est possible de ne plus avoir l'apparence de vieille peau lorsqu'on atteint 50 ans, mais on peut ralentir justement ce processus si vous synthétisez un peu plus l'hormone de croissance. D'ailleurs, ici aux États-Unis, plusieurs personnes qui font musculation prennent les hormones de croissance de façon synthétique pour avoir ce beau corps que vous voyez fort et plein de muscles. Mais je ne vous conseille pas de pouvoir faire ces pratiques. Non seulement ce n'est pas la portée de tout le monde, ça coûte extrêmement cher, mais parfois lorsqu'on fait abus de cette hormone, on peut avoir des complications qui vont survenir. Oui, c'est possible de ralentir le processus de la vieillesse en synthétisant davantage d'hormones de croissance. Donc si vous jeûnez, alors vous allez permettre à cette hormone de pouvoir agir parce que cette hormone aussi est antagoniste justement de la glycémie. Donc il est sécrété lorsque vous êtes en hypoglycémie, alors il y a stimulation de cette hormone. Et cette hormone aussi aide vraiment à pouvoir brûler nos graisses. Donc, ils jouent un rôle dans le maintien justement du glucose au niveau du sang. Ils jouent vraiment un rôle dans le catabolisme parce qu'il permet de pouvoir brûler justement ces mauvaises protéines, utiliser ce mauvais gras et le dégrader. Il entraîne en fait le processus de lipolyse, c'est-à-dire de dégradation justement des graisses. Donc, je vous invite à pouvoir pratiquer le jeûne régulièrement si vous désirez rester jeune et avoir cette belle peau. Parce que je sais, surtout chez les femmes, lorsqu'on atteint la ménopause, avec justement la diminution et l'arrêt de l'oestrogène, on commence à avoir la peau qui est très sèche. On, 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 on a cette peau-là, on a laissé cette peau qui devient vraiment, la peau qui devient vraiment lâche
et vraiment on commence à se poser des questions et tout. Donc si vous ne voulez vraiment, si vous voulez retarder ce processus et tout, je vous invite à pouvoir pratiquer régulièrement le jeûne pour pouvoir booster la sécrétion de votre hormone de croissance afin de pouvoir avoir cette très belle peau et aider justement à la construction de vos os parce que nous savons que l'ostéoporose est très fréquente chez des personnes assez âgées. Or, si vous avez cet hormone de croissance qui est sécrété, alors ça va aider vraiment à pouvoir éviter de pouvoir atteindre, d'avoir cette maladie qui est l'ostéoporose ou bien ralentir vraiment la survenue de cette maladie. Je vous dis merci pour ce thème. En conclusion, le jeûne est très important. Le jeûne permet la sécrétion de l'hormone de croissance qui va vous aider à pouvoir rajeunir et à pouvoir ralentir le processus du vieillissement. Je vous dis merci et je vous invite à pouvoir partager ma vidéo, à pouvoir vous abonner à ma chaîne parce que vous n'allez pas le regretter. Je suis là pour vous. Bonsoir, je suis le docteur Olivia Choupi de la page Sweet Doctors. C'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour et je vous dis merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire parce que vous n'allez pas le regretter. Je vous apporte des informations, des recherches ici aux États-Unis et je voudrais que vous tous ne puissiez plus être ignorants. Donc si maintenant vous n'êtes pas en bonne santé, alors vous n'avez plus d'excuses. Parce que maintenant, vous avez la connaissance. Dieu dit dans sa parole, dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est parce que je ne voudrais pas que vous puissiez continuer de périr, que vous continuez toujours d'avoir ces mauvaises habitudes alimentaires. C'est pour ça que je suis là pour pouvoir vous aider. Comment vous devez faire pour réussir justement ce régime cétogène? Première des choses, vous devez consommer assez d'eau. Vous devez vraiment vous hydrater. Vous devez vraiment éliminer tout ce qui est source de sucre, c'est-à-dire les bières, les jus, les féculents, parce que va être transformé en sucre. Vous devez éliminer même les jus naturels, parce que ce n'est que du sucre et ça ne vous aide pas. Comme je l'ai dit, dans ce régime cétogène, c'est un régime qui est composé à 70% de lipides, bons lipides. C'est-à-dire quoi? Vous devez consommer comme huile, vous devez consommer des bonnes huiles, c'est-à-dire l'huile d'olive, l'huile d'avocat, le MCT et le coconut oil. Les autres huiles que vous allez consommer sont des très mauvaises sources de lipides et ça va plutôt vous rendre malade. Donc si vous voulez réussir ce régime, vous devez consommer les bonnes sources de graisse, de lipides. Vous devez, pour ceux qui mangent de la viande, vous rassurer que vous achetez la viande de bonne qualité. Sinon, vous allez être intoxiqué par cette viande parce que si l'animal a été nourri par de la mauvaise bouffe, alors vous allez consommer de ces mauvaises substances-là. Donc, rassurez-vous que vous achetez vraiment de la viande de bonne qualité. Vous pouvez consommer du poisson. Et ici, en tête numéro 1, nous avons le saumon, qui est un très très bon poisson, qui est un poisson qui est très riche en oméga 3. Nous avons le maquereau, nous avons le thon, et vous pouvez aussi consommer la sardine. Assurez-vous que dans vos boîtes de sardines, il n'y ait pas, que ce soit une sardine faite à base de l'eau, ou bien que ce soit faite à base d'huile d'olive. Et autre chose que vous devez faire, c'est que vous devez pratiquer le jeûne intermittent. Oui, si vous voulez vraiment que ce jeûne puisse être efficace, vous devez l'associer au jeûne intermittent. Pas de grignotage. Donc, si vous mangez, si vous aimez le petit déjeuner, vous mangez à 8 heures et après vous mangez à 16 heures comme dernier repas. Pas de grignotage. Et maintenant, pour ceux qui ne mangent pas le petit déjeuner le matin, vous pouvez manger à midi et vous mangez votre dernier repas à 20 heures. Mais vous vous faites plaisir. Ici, dans ce régime, il n'y a pas de restriction calorique. Vous mangez jusqu'à satiété. Vous prenez le temps de bien mâcher vos aliments jusqu'à ce que vous recevez les signaux qui vous disent que vous êtes rassasié.
L'avantage de ce régime qui est riche en lipides, c'est que ce régime va vous rendre vraiment rassasié. Vous n'aurez pas faim. Au début, quand j'ai commencé ce régime, je mangeais 2 fois par jour. Maintenant, je suis arrivée à manger 1 fois par jour. Parfois, je mange à 15 h et parfois, je mange à 18 h parce que je n'ai presque pas faim. Parce que mon organisme est vraiment rassasié. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous consommez tout le temps, vous augmentez votre pic d'insuline pour ceux qui ont l'habitude de consommer, que ce soit des fruits, que ce soit des compléments tels que le manioc, le riz, les pâtes alimentaires, que ce soit les chocolats, les glaces, tout ça vraiment ne vous sert à rien. Je ne dis pas que vous devez vivre comme ça toute votre vie. Vous pouvez le faire et maintenant, de temps en temps, lorsqu'on nous invite dans des cérémonies, pour ne pas rester asocial, vous pouvez vous faire plaisir. Mais votre alimentation de tous les jours doit vraiment changer. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec un diabète de type 2, pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une hypertension artérielle, si vous ne voulez pas vous retrouver à faire un AVC, vous n'allez pas vous retrouver en train de pouvoir faire peut-être la maladie d'Alzheimer, parce qu'ici aux États-Unis, on a beaucoup de personnes qui souffrent de démence et de cette maladie d'Alzheimer parce que les gens consomment trop de sucre. Le sucre est un tueur silencieux. Le sucre vous tue. Le sucre est pire que le coronavirus qui fait ravage maintenant et tout, parce que ça vous tue tout doucement, ça détruit votre reste. C'est pour ça que la plupart parfois des personnes qui ont une insuline-résistance et qui sont diabétiques vont avoir des répercussions sur tout le corps. Ils auront besoin du cerveau, au niveau des dents, au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau des nerfs, parce que quand l'organisme sera full, lorsqu'il n'y aura plus d'endroit pour stocker le sucre, alors ça va aller dans tous les sens et ça va vraiment vous rendre malade et vous allez mourir avant votre âge. Je souhaite vous voir vivre longtemps en bonne santé. Je souhaite vous voir accomplir la mission que le Seigneur vous a assignée. Je souhaite vous voir vos petits-enfants vous réjouir de votre vie de tous les jours. Merci et partagez cette vidéo si vous avez des personnes que vous aimez qui voudraient justement avoir une bonne vie, voudraient vraiment renverser le diabète de type 2, voudraient avoir des chiffres tensionnels optimales, voudraient ne plus ressentir cette douleur d'arthrite et de rhumatisme articulaire qui sont des maladies inflammatoires. Merci et on se voit très prochainement. Bye. Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour pour vous parler d'un thème très très important. Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour pour vous parler d'un topic aussi excitant, aussi tabou, qui sont les fausses couches. Savez-vous qu'une femme sur 2 a déjà eu à avoir une fausse couche sans même s'en apercevoir? Oui, et ce qu'on appelle des grossesses chimiques. Aujourd'hui, nous allons répondre à une série de 10 questions. Et la 11e question, c'est vous qui allez répondre à cette question. Et je vous invite à pouvoir rester jusqu'à la fin de ma vidéo parce que nous allons avoir un bonus. Je vais vous parler des grossesses extra-utérines. C'est parti. Bye. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui concerne une majorité des femmes et dont on n'en parle pas le plus souvent. Aujourd'hui, on va détailler, on va répondre à une série de questions pour que vous ne soyez plus ignorantes, pour que vous puissiez savoir tout ce qui concerne justement les fausses couches. Parce que mon désir, en fait, c'est de pouvoir amener la médecine auprès de vous. Je voudrais démystifier la médecine, car vous avez le droit de pouvoir comprendre le basic, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe dans votre santé. C'est pour ça justement que je suis là. C'est justement pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous puissiez justement ne plus être ignorant,
que vous sachiez exactement de quoi il est question. Et le topic d'aujourd'hui, c'est justement sur les fausses couches. Sans plus tarder, nous allons d'abord définir ce que c'est que la fausse couche. La fausse couche, qu'on appelle encore avortement spontané, est une perte justement de sa grossesse. Et lorsqu'elle se passe avant 14 semaines d'absence de règles, on parle de fausse couche précoce. Et lorsqu'elle se fait entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée, on parle de fausse couche tardive. Oui, voilà un peu défini justement la fausse couche. Maintenant, quels sont les facteurs à risque de la fausse couche? On s'est rendu compte que la plupart des personnes qui ont ces fausses couches-là, ce sont des mamans qui ont un âge assez avancé, c'est-à-dire des personnes qui ont pris des grossesses après 35 ans ou après 40 ans, les risques sont encore plus élevés, parce que justement, il y a un problème au niveau de l'anomalie du chromosome. C'est ça qui entraîne justement la survenue justement de ces fausses couches. Autre chose comme facteur de risque justement de survenue des fausses couches, ce sont des personnes justement qui ont eu à faire des curetages très fréquemment, des personnes qui ont eu à avoir des chirurgies au niveau de leur utérus, parce qu'il y a fécondation, n'est-ce pas, au niveau des trompes, et après le fœtus doit vraiment descendre au niveau de votre utérus pour pouvoir s'attacher et rester implanté. Or, si vous avez reçu des curetages très fréquemment et autres et tout, alors il serait impossible pour votre fœtus de pouvoir se fixer au niveau de la muqueuse utérine et vous allez perdre votre grossesse. Pareil pour certaines chirurgies, les chirurgies au niveau de l'utérus et autres et tout qui peuvent endommager. Et on a aussi parfois justement ces infections et autres et tout qui peuvent contribuer justement à pouvoir aussi rendre nos trompes, n'est-ce pas, non viables et autres, tout ce qui fait que ça empêche justement la bonne descente justement du fœtus pour pouvoir grandir et ça entraîne justement une fausse couche. Donc, comme facteur de risque, voilà ce qu'on a cité. Le facteur de risque beaucoup plus rencontré justement, c'est parfois l'âge de la mère qui est assez avancé. Et comme j'ai dit tantôt, la plupart des femmes ont eu à connaître une fausse couche. Donc, naturellement, lorsque votre chromosome n'est pas bon, à tout âge, on peut avoir une fausse couche, à 20 ans, 30 ans. Mais c'est plus fréquent justement chez des personnes qui ont un âge assez avancé. Parce que lorsque vous avez un âge assez avancé, alors vos chromosomes, en fait, sont plus susceptibles d'avoir des délétions, des mutations. Et cela, justement, va pouvoir conduire à avoir un fœtus qui n'est pas viable et provoquer, justement, une fausse couche. Quelles sont les principales causes des fausses couches? Donc, comme j'ai dit tantôt, les principales causes, justement, la cause numéro 1, en fait, c'est l'anomalie chromosomique. Les autres causes sont des causes infectieuses. Donc, comme j'ai dit, si vous avez une toxoplasmose, si vous faites des fièvres très, très élevées, comme c'est le cas avec la fièvre typhoïde, comme c'est le cas avec le paludisme et tout, ou des personnes qui vivent dans des pays où il y a justement le paludisme, ça peut justement contribuer justement à avoir une fausse couche. On a aussi des personnes qui souffrent justement de certaines maladies chroniques comme le diabète. Donc, si vous avez un diabète qui est mal équilibré, alors ça peut justement contribuer à avoir justement, vous pouvez justement avoir une fausse couche. Si vous avez les problèmes de thyroïde et tout, vous pouvez être susceptible justement à pouvoir avoir une fausse couche. On a certaines maladies auto-immunes aussi qui peuvent entraîner justement les fausses couches. On a certaines maladies liées aux troubles de la coagulation justement qui peuvent entraîner justement les fausses couches. Et comme j'ai dit, on a ces infections basses là justement qui ne sont maltraitées, justement vont pouvoir remonter, n'est-ce pas, et ça va faire... ça va coloniser justement votre utérus et ça va entraîner justement aussi la fausse couche. Donc voilà un peu, en gros, justement, ce qui peut justement entraîner justement
votre fausse couche. Et autre chose encore que vous devez savoir, c'est la prise justement des anti-inflammatoires au début de grossesse. La prise de l'aspirine en début de grossesse, c'est une caution. Je sais qu'il y a dans certains trucs, il y a la médecine par les plantes où vous prenez des médicaments sans dose exacte, sans savoir quels sont les principes actifs dedans. Ça peut justement altérer justement la qualité de votre fœtus et ça vous entraîne à avoir justement une fausse couche. Quels sont les symptômes justement? Comment savoir justement qu'on est en train de faire une fausse couche? Le symptôme le plus courant en fait, ce sont les saignements. Les saignements qui sont rouges, qui sortent au niveau de votre vagin. Ça peut être abondant, dépendamment du stade de votre grossesse, ou ça peut être vraiment minime, accompagné justement de ces crampes justement au niveau du bas-ventre. Mais parfois, pour la plupart des cas, elles ne savent même pas qu'elles ont perdu ce fœtus. C'est lorsqu'elles viennent peut-être pour faire une échographie qu'on se rend compte qu'il n'y a plus d'activité cardiaque au niveau justement du fœtus. Donc, mes chères dames, je vous invite, lorsque vous êtes enceinte et que subitement vous avez des saignements, c'est vrai qu'il y a souvent des saignements qui sont dus justement à l'implantation de l'œuf au niveau de la muqueuse utérine, mais lorsque ces saignements vraiment sont abondants et lorsque ces saignements vraiment sont accompagnés de cette douleur au niveau du bas-ventre, alors je vous en prie, venez consulter. C'est très important. Ça peut être que vous êtes en train de vouloir faire justement une fausse couche et l'important de venir consulter justement votre gynécologue. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que en ce qui concerne les symptômes, comme je disais tantôt, il y a des femmes justement qui ne vont vraiment pas ne vont pas ressentir. Donc, et comme d'autres trucs, on sait que lorsqu'on est enceinte, on a justement les signes de grossesse comme des seins en fait qui commencent à prendre un peu du volume et tout. Vous avez peut-être des nausées, des vomissements. Et si subitement vous vous rendez justement compte que ces signes-là, vos seins ne sont plus tendus, que les signes justement de grossesse disparaissent de façon spontanée, alors vous devez penser justement à un arrêt de grossesse. Donc l'autre question c'est comment se fait le diagnostic? Le diagnostic ici, comme je dis, c'est à l'échographie. D'où l'importance justement de pouvoir faire son échographie du premier trimestre. Lorsque vous avez un retard de règles, il est important de venir à l'hôpital pour pouvoir confirmer. Bien que vous avez eu à confirmer avec un test de grossesse et qui vous dit que vous êtes enceinte, vous devez aussi faire une échographie à partir de la 5e semaine pour qu'on essaie de voir l'activité cardiaque de l'enfant. Donc c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a des femmes qui vont me dire on n'a pas d'argent et tout. Il y a des femmes qui ne vont même pas aux visites. Mais sachez que c'est vraiment à tort. C'est extrêmement important de pouvoir commencer vos visites aussitôt que vous savez que vous êtes enceinte. Parce que ça permettra justement de pouvoir vérifier et de pouvoir se rendre compte justement que l'enfant qui est dans votre ventre justement a une activité cardiaque correcte. Donc c'est-à-dire cet enfant justement a un cœur qui bat et que cet enfant justement est viable. Donc comme autre question à poser, que je voudrais poser aujourd'hui, c'est comment se fait la prise en charge? La prise en charge justement dépend du stade justement de votre grossesse. Généralement, la plupart des fausses couches spontanées, l'expulsion se fait de façon naturelle. Donc, on observe et ça sort naturellement. Et pour des grossesses un peu tardives, c'est-à-dire des grossesses qui sont dans les 14 à 20 semaines d'aménorrhée et tout, parfois, il faut faire une aspiration pour pouvoir enlever tout le fœtus ou bien faire un curettage aussi pour pouvoir se rassurer qu'on a pu enlever tout le fœtus, n'est-ce pas, de votre utérus. Parce que si on ne le fait pas, alors vous courez justement c'est un risque et tout. C'est pour ça qu'il est très important en médecine, lorsque vous venez, généralement, on se rassure juste que tout le fœtus justement a été expulsé. Et parfois, on peut doser justement cette hormone de grossesse qu'on appelle les bêta-ACG dans les grossesses précoces, n'est-ce pas, lorsque leur taux chute. Après, dans les 48 heures et tout, on considère justement que toute l'embryon justement a été expulsé. C'est pour les grossesses précoces. Et pour les grossesses tardives et tout, on peut faire justement une échographie de contrôle pour se rassurer que toute l'embryon a été justement expulsé. Comme autre question, que faire
en cas de fausse couche à répétition. On considère justement une fausse couche à répétition lorsque vous faites 3 fausses couches consécutives. Lorsque vous faites 3 fausses couches consécutives, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va vous faire une panoplie d'examens. On va vous faire un bilan génétique, on va vous faire un bilan hormonal, on va vous faire toute une série d'examens. Mais je vous assure, parfois, dans la majorité des cas, ces examens parfois reviennent négatifs, on ne trouve vraiment pas grand-chose et autres et tout. Donc, ne vous blâmez pas, n'est-ce pas, ne vous culpabilisez pas si vous faites justement les fausses couches. Attendez juste le bon moment et je crois que après plusieurs tentatives, n'est-ce pas, vous pouvez avoir justement la grâce justement de pouvoir concevoir naturellement. Et comme autre question, c'est de savoir peut-on avoir des séquelles physiques suite à une fausse couche? Généralement, on n'a vraiment pas de séquelles physiques. Comme j'ai dit tantôt, lorsque vous faites une fausse couche, le fœtus va être expulsé de façon naturelle et vous pouvez justement récupérer autre et tout sans souci. Et pour ceux qui font les grossesses tardives à l'hôpital, on se rassure juste qu'on a fait une aspiration, on a fait un curettage et vous récupérez aussi facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez fait une fausse couche, on vous a fait peut-être une aspiration, un curettage, la récupération justement se fait justement de façon très rapide. Comme autre question, quelles sont les probabilités de retomber enceinte après une fausse couche? Les probabilités restent les mêmes lorsqu'il n'y a pas eu de complications justement de votre fausse couche. Ça reste les mêmes comme pour toute femme, n'est-ce pas? Vous pouvez concevoir à tout moment si vous le désirez. Lorsque vous êtes prêt, n'est-ce pas, vous pouvez concevoir. Donc, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas, parce que après une fausse couche, vous pouvez effectivement aller encore avec votre époux et pouvoir justement avoir un bébé. Quand puis-je tomber enceinte? Lorsque vous êtes prêt, parce que dépendamment et autres et tout, il y a des femmes justement qui ont du mal justement à pouvoir gérer justement cette fausse couche et qui malheureusement parfois dans certaines sociétés on ne prend pas le temps de pouvoir les accompagner, que ce soit leurs époux, que ce soit les membres de la famille, on banalise les choses. Pourtant la femme en elle-même elle souffre. Certaines femmes ne sont pas prêtes à pouvoir prendre une grossesse à l'immédiat, mais d'autres sont prêtes à pouvoir concevoir à l'immédiat. Donc, dépendamment justement de la personne, de chaque femme qui a justement cette capacité de pouvoir surmonter la douleur ou la peine, certains justement après une fausse couche justement conçoivent aussi rapidement et tout. D'autres n'ont plus justement cette envie de pouvoir concevoir dans l'immédiat. Elles ont besoin de pouvoir attendre. Et moi, je voudrais inviter justement les hommes à être compréhensifs, à pouvoir apporter davantage leur amour, leur soutien justement à leurs épouses qui traversent justement cette période assez difficile et aussi à pouvoir demander aux familles de pouvoir accompagner ces personnes. Maintenant, la question que je vais vous poser en ce jour, c'est que dois-je donc faire pour protéger ma grossesse? Donc, pour protéger votre grossesse, avant justement la question des spectateurs, vous devez faire un bilan de préconception. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que vous êtes compatible. Je prends le cas justement aujourd'hui des personnes qui ont un registre négatif. Pourquoi c'est important de faire un check-up avant de pouvoir décider de pouvoir concevoir? Vous devez faire un check-up avant parce que vous devez vous rassurer que, n'est-ce pas, vous avez un groupe sanguin qui sera compatible justement avec votre conjoint. Parce que si vous êtes de registre négatif, n'est-ce pas, et admettons que vous avez eu un enfant avant et que votre conjoint est de registre positif et que le bébé que vous portez justement est de registre positif et tout, les risques justement de fausse couche sont élevés. Si vous avez déjà eu une grossesse antérieure, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir connaître son registre parce que lorsque vous connaissez votre registre, si vous êtes de registre négatif,
et que vous portez un enfant du registre positif, alors ce qu'on va faire, c'est que lorsque vous allez accoucher votre premier bébé, on va vous donner les anti-D justement pour empêcher que vous puissiez sécréter des anticorps qui vont détruire un futur fœtus à venir. Donc je vous invite justement, ces jeunes sœurs, ces jeunes frères, lorsque vous voulez vous marier, vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que vous êtes compatible avec votre conjoint ou avec votre conjointe pour éviter justement ces désastres. Autre chose, vous devez, dès que vous êtes enceinte, vous devez commencer à faire vos bilans. Vous devez surtout faire justement une échographie justement qui va permettre à partir de 5 semaines d'aménorrhée, qui va permettre de pouvoir vérifier justement, voir l'activité, n'est-ce pas, cadre de votre fœtus et se rassurer justement que le cœur de l'enfant bat. Donc c'est extrêmement important. Et vous devez surtout, n'est-ce pas, en ce qui concerne les facteurs ambiants, vous devez, pour ceux qui consomment de l'alcool, vous devez arrêter de consommer de l'alcool. Pour ceux qui consomment du tabac, vous devez carrément arrêter de consommer, de fumer en fait, parce que la cigarette est néfaste. Pour ceux qui sont habitués à prendre, qui se droguent, vous devez vraiment arrêter. Pour ceux qui prennent l'automédication, vous devez vraiment arrêter. Pour ceux qui prennent les motos, dans certains pays, n'est-ce pas, il y a des motocyclettes là, que des femmes prennent souvent pour pouvoir se déplacer parce qu'il n'y a pas vraiment de véhicule. Vous devez vraiment arrêter de pouvoir prendre, quand vous êtes en début de grossesse, attendez justement que votre grossesse puisse vraiment évoluer autre et tout, mais ne prenez surtout pas justement ces motos. Évitez justement de pouvoir avoir des infections justement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mesdames, vous devez rester tranquilles. Vous ne devez pas aller vagabonder et faire du sexe avec plusieurs hommes parce que vous allez être infecté et les risques justement de fausses couches si vous êtes infecté sont élevés. Donc, à pouvoir vraiment, lorsque vous êtes enceinte et tout, c'est un moment assez crucial de votre vie. Vous devez vraiment changer votre style de vie. Vous devez éviter justement de pouvoir rester dans des endroits avec des pesticides ou bien utiliser ces pesticides. Pour ceux qui font dans la peinture, vous devez vraiment arrêter d'abord votre boulot pendant ce temps parce que lorsque vous aspirez cette peinture, vous pourrez avoir justement des éléments toxiques justement qui vont contribuer justement à pouvoir entraîner justement une fausse couche. Donc, il est très très important de pouvoir prendre ces mesures de prévention pour pouvoir éviter de pouvoir perdre sa grossesse. Donc, mesdames, vous m'avez suivi, c'est très très important. Vous devez aussi manger équilibré. Vous devez bien vous alimenter, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas une carence ou un déficit qui va pouvoir entraîner justement une non-viabilité justement du fœtus que vous portez. Pourquoi maintenant, d'après vous, la fausse couche reste un sujet tabou? Pourquoi? Je souhaite entendre justement vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Laissez vos avis. Pourquoi, malgré le fait que les femmes souffrent de ce phénomène, malgré le fait que les femmes connaissent justement ce problème de fausse couche, on n'en parle vraiment pas. Et certaines femmes vraiment ont du mal à en parler, alors qu'il faut en parler parce que ça aide, ça libère et tout. Et ça permet psychologiquement de se sentir bien. Pourquoi pensez-vous que ça reste toujours ce sujet reste toujours tabou? Laissez vos commentaires parce que je souhaite avoir vos avis. Et comme je vous ai dit, comme bonus, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Un autre sujet aussi qui entraîne justement des douleurs, des souffrances et parfois qui provoque justement la mort. Il s'agit de quoi? Il s'agit de grossesses extra-utérines. Comment on peut définir justement une grossesse extra-utérine? Une grossesse extra-utérine est une grossesse qui se passe justement parce que ce que vous devez d'abord savoir, c'est que la fécondation a lieu au niveau du 1/3, n'est-ce pas, de la trompe de Fallope. Et la femme a 2 trompes. Donc, et la fécondation se fait au niveau d'une trompe. Et maintenant, après, justement, il y a le fœtus doit pouvoir, l'embryon doit pouvoir descendre, n'est-ce pas, pour pouvoir s'implanter au niveau de la cavité utérine, y rester, justement, et pouvoir se développer. Mais il s'avère justement que, malheureusement, ce qui concerne les grossesses extra-utérines, que cet embryon ne puisse pas descendre parce que bloqué par certains événements dont on va parler tout à l'heure, et qui grandit, et après, si rien n'est fait, alors il y a éclatement, il y a hémorragie, et si rien n'est fait, il y a le décès qui s'ensuit. Oui, grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qui provoque justement,
qu'est-ce qui peut provoquer justement l'absence, justement, le fait en sorte que l'embryon ne puisse pas descendre? Moi, je veux attirer votre attention sur un phénomène extrêmement important que les femmes, justement, ne prennent pas en considération. Il s'agit de l'infection à chlamydia. Vous m'avez entendu. Le chlamydia est extrêmement dangereux pour vos trompes. Lorsque vous avez eu une infection à chlamydia et que vous n'avez pas traité cette infection, alors cette infection, le chlamydia va aller faire un peu comme des toiles d'araignée au niveau de vos trompes et ça va boucher justement vos trompes. Parce que, en fait, c'est un examen qu'on fait normalement dans le bilan d'infertilité et tout, mais c'est un truc aussi qui est responsable justement de pouvoir entraîner ce qu'on appelle les chynésies, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir l'embryon de pouvoir descendre, n'est-ce pas? Parce que les tubes sont flexibles, n'est-ce pas? Il y a des cils justement qui permettent justement le déplacement justement de l'embryon pour pouvoir aller au niveau de la cavité utérine. Donc, si vous avez cette infection-là et autres et tout, alors il serait impossible de pouvoir justement, le fœtus l'embryon ne pourra pas descendre et vous allez justement avoir une grossesse extra-utérine. Donc, je voudrais vraiment encore attirer votre attention dans la mesure où vous devez vraiment faire attention. Lorsque vous êtes sexuellement active, n'est-ce pas, vous devez soit vous protéger, soit si vous ressentez des signes, ou même si vous ne ressentez pas les signes, lorsqu'on est sexuellement actif, on doit pouvoir au moins se faire ce bilan chaque 6 mois. Vous devez au moins aller faire votre bilan infectieux si vous savez que vous ne vous protégez pas, pour éviter justement les risques de survenue d'une infection dont on ignore et qui est en train de faire justement, qui à la longue, n'est-ce pas, va causer des dégâts et qui seront vraiment capitales et irréversibles pour certains cas, n'est-ce pas, et qui vont vous entraîner justement des troubles et justement des problèmes. Et pourquoi c'est important de pouvoir parler de cela? Parce que la plupart des femmes, lorsqu'elles sont enceintes justement, parce qu'elles ne veulent pas faire des bilans, parfois elles ont des douleurs, des petites douleurs au niveau d'un côté justement de l'abdomen, mais qu'elles négligent, elles ne prennent pas ça en sérieux. Et en Afrique, d'où je viens, la plupart des femmes viennent dans un tableau de rupture, n'est-ce pas, de leur trompe. C'est-à-dire, elles perdent carrément cette trompe-là. On est obligé carrément de sectionner et certaines viennent, elles ont tellement saigné de l'intérieur et tout ça qu'elles meurent. Alors qu'il est possible de pouvoir éviter cela, mesdames. Il est possible de pouvoir attendre le pire, n'est-ce pas, avant de pouvoir aller à l'hôpital. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque votre grossesse extra-utérine est encore au début, c'est possible de donner un médicament qu'on appelle le méthotrexate qui va permettre justement de pouvoir détruire justement ce tissu trophoblastique-là et qui va justement permettre de pouvoir garder l'intégrité de votre trompe. Mais lorsqu'il y a déjà une fissuration de votre trompe, ça devient très compliqué. Soit on va utiliser la cœloscopie pour pouvoir aller enlever justement cet embryon qui est bloqué au niveau de la trompe. Mais lorsqu'il y a déjà rupture, on est obligé d'ouvrir votre ventre, de passer sur l'aporatomie, n'est-ce pas, pour pouvoir aller carrément sectionner, récupérer et pouvoir suturer justement cette trompe-là que vous ne pourrez plus jamais utiliser. Et imaginez justement que vous avez perdu votre trompe et que l'autre trompe n'est plus viable. N'est plus très en bonne fonction et tout, vous voyez que vos risques justement de pouvoir concevoir sont extrêmement infimes. Pour d'autres peut-être qui ont une bonne trompe, Dieu merci, elles pourront facilement concevoir. Mais pour celles qui auront cette autre trompe-là qui ne sera plus assez viable, elles auront vraiment du mal à concevoir. Donc, il est très très important de pouvoir, lorsque vous avez un retard de grossesse, vous avez un retard au niveau de vos règles, d'aller consulter directement votre gynécologue. Ne restez pas à la maison. Ne dites pas que vous n'avez pas l'argent. Parce que si vous restez à la maison et que le pire se produit, ça va risquer péril, vous allez mourir. D'où il est très très important justement de pouvoir faire l'échographie du premier trimestre. Lorsque vous êtes enceinte et tout, mesdames, je vous assure, l'échographie est là pour vous sauver. Le médecin n'a rien à foutre avec votre argent. Parce que vous allez dire, en Afrique d'où je viens, les gens disent que non, ils veulent l'argent, ils veulent s'enrichir. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque vous êtes enceinte et autres et tout, prenez conscience que
l'avenir de cet enfant que vous portez dépend de vous. Que vous êtes dans une situation de danger parce que vous portez un nom soi et que tout peut arriver, le pire peut arriver. Pour éviter le pire, mesdames, je vous en prie, allez à l'hôpital. Monsieur, s'il vous plaît, quand vous enceintez une femme, donnez de l'argent à ces femmes pour qu'elles puissent commencer très tôt des visites pour éviter, n'est-ce pas, le pire. Pour éviter qu'elles puissent perdre cette grossesse ou bien qu'elles puissent perdre leur vie. Il est très important de pouvoir faire un bilan infectieux, n'est-ce pas, lorsque vous êtes déjà sexuellement active pour pouvoir éviter justement d'avoir cette infection qui est comme l'infection à chlamydia, n'est-ce pas, qui sera responsable de pouvoir détruire justement votre trompe, n'est-ce pas, et vont vous justement contribuer à avoir non seulement problème d'infertilité, mais vont entraîner justement la survenue d'une grossesse extra-utérine. Pour mesdames peut-être qui ont déjà eu à avoir ce problème de grossesse extra-utérine, ce n'est pas trop tard, parce que si votre trompe fonctionne bien, alors c'est possible de pouvoir concevoir, d'avoir autant d'enfants que vous voulez et que la grossesse se passe vraiment bien. Et pour celles dont les risques ne sont pas assez élevés, il y a la grâce de Dieu qui est là. Donc, je vous invite justement à pouvoir remettre votre sort, n'est-ce pas, entre les mains de l'Éternel et qui fait grâce à qui il veut. Et le Seigneur, justement, vous aidera justement à pouvoir avoir justement cet enfant. Et si, malgré tout cela, vous n'arrivez vraiment pas à concevoir, adopter un enfant, prenez soin, n'est-ce pas, des enfants dans votre famille, prenez soin des enfants qui sont dans votre entourage, donnez de l'amour, n'est-ce pas, à ces enfants-là, parce que la maman de l'enfant, c'est pas celle qui accouche, mais c'est celle qui prend soin de cet enfant. Donc, en conclusion, aujourd'hui, la fausse couche est un phénomène qui se fait, que les femmes, n'est-ce pas, vont avoir, n'est-ce pas, un jour dans leur vie sans s'en rendre compte, beaucoup plus parfois par des grossesses chimiques. Et la fausse couche, justement, est un phénomène qui se passe chez certaines femmes, beaucoup plus ceux qui sont déjà âgées, parce qu'il y a un problème justement au niveau du chromosome, au niveau de l'anomalie chromosomique et tout. C'est justement pour ça que vous constatez que la plupart des personnes qui donnent des enfants trisomiques, ce sont des personnes qui prennent des grossesses après 35 ans, parce que les risques justement de mutation sont très très élevés lorsque la nature n'arrive vraiment pas à expulser ce fœtus. Donc, d'où l'importance de pouvoir faire ces enfants avant 35 ans. Pour celles qui en veulent, je ne vous demande pas d'aller faire des enfants si vous n'êtes pas marié. Donc, vous devez être sage, parce que si vous êtes sage, alors forcément vous allez trouver un bon homme qui va vouloir de vous et avec qui vous pourrez justement faire vos enfants. Et il est très important aussi de savoir que vous pouvez avoir une grossesse extra-utérine sur des trompes qui sont malades. Si vous êtes sexuellement active et que vous avez été infecté au chlamydia et que vous n'êtes pas allé faire votre examen, alors les chances de pouvoir avoir une grossesse extra-utérine vraiment est assez élevée. Il y a d'autres causes, il y a d'autres facteurs de risque, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, dont je veux interpeller le plus, qui est le plus fréquent en fait chez les jeunes, c'est justement cette infection justement au chlamydia qui va être délétère et qui va justement compliquer justement la tâche. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont des utérus polymyomatoeux, il y a des gens qui ont des polypes, n'est-ce pas aussi, qui peuvent être un frein et qui peuvent peut-être empêcher justement la descente justement de l'embryon justement au niveau de la cavité utérine. Et je voudrais aussi inviter mes sœurs, mes jeunes sœurs ici de pouvoir éviter de pouvoir faire des avortements clandestins, parce que lorsque vous faites ces avortements clandestins, vous détruisez votre muqueuse utérine. Et si vous ne mourrez pas, alors plus tard, vous aurez des problèmes aussi de fausse couche, parce que votre embryon aura du mal à pouvoir s'implanter au niveau de votre cavité utérine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je suis là pour vous. Je suis là pour rendre les choses accessibles à vous. Je suis le médecin plus proche de vous, en fait.
Donc, n'hésitez pas. Ma chaîne YouTube, je l'ai créée pour vous. Je l'ai créée pour que vous puissiez me poser des questions. Je l'ai créée pour pouvoir vous expliquer la médecine en termes simples, pour que ce soit accessible, n'est-ce pas, à vous tous. Parce que parfois, en consultation, on n'a pas trop de temps pour entrer dans les détails, parce qu'on a beaucoup de malades et tout. Donc, n'en voulez pas mettre trop, chers confrères. C'est parfois le stress. Il y a souvent trop de malades, surtout en Afrique. Il y a trop de malades à voir. On ne peut pas prendre chaque malade et expliquer chaque chose en détail. C'est justement pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour vous aider justement à pouvoir répondre justement à vos questions. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des sujets dont vous voudrez qu'on puisse discuter, surtout faites-le moi connaître au niveau des commentaires. Likez si vous avez aimé la vidéo. Partagez, n'est-ce pas, aux membres de vos familles.